Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Les résultats de l'opérateur EDF ont été dévoilés hier avec une perte historique au premier semestre, 5 milliards 300 millions d'euros de pertes. EDF qui va devenir 100% public dans le même temps en octobre. Est-ce qu'il était temps finalement de voler au secours d'EDF? Est-ce que vous félicitez que le gouvernement ait voulu privatiser, au contraire, nationaliser à 100% Bon, EDF? d'abord, ce n'est pas une nationalisation, c'est un rachat d'actions, parce que je vous rappelle que l'État était déjà actionnaire à hauteur de 85%, donc l'idée c'est qu'il soit actionnaire à hauteur de 100%, et ça ne devient pas une entreprise publique, ça reste une société anonyme qui reste dans un contexte d'ouverture à la concurrence. Donc ce n'est pas une nationalisation au sens où on l'entend à gauche, j'allais dire. Bon. Deuxième chose, moi ce que j'observe surtout, c'est que c'est le résultat de ces mesures stupéfiantes qui obligent l'opérateur à vendre à prix coûtant, c'est-à-dire en dessous de ce que ça lui coûte de l'énergie à ses concurrents. Et ça explique... c'est ce qui permet de faire en sorte que la facture énergétique oui, d'accord, n'explose pas. Pour une entreprise, c'est juste ingérable. C'est-à-dire qu'elle est obligée, au nom de l'ouverture à la concurrence, de vendre à moins cher à ses concurrents que ce que lui coûte l'énergie. Chacun comprendra que c'est juste insupportable. C'est cette mesure qui ne va pas. Et cette mesure, elle est liée à quelque chose que nous avons toujours condamné, qui est l'ouverture à la concurrence du secteur énergétique, qui à la fois a affaibli EDF, mais aussi fait en sorte que le coût du gaz, de l'électricité soit plus cher pour les consommateurs. Donc c'est d'abord de là qu'il faut partir. Bon, moi, cette prise d'action à hauteur de 100%, très franchement, je pense qu'elle n'avait rien à faire dans le projet de loi de finances rectificative qui est normalement sur le pouvoir d'achat. Les ministres n'ont pas arrêté de nous le dire. Mais il aurait fallu un texte à part. Ah bah oui, il aurait fallu un grand texte à la rentrée. Alors, le gouvernement en parle, mais qu'il soit sur les questions d'énergie. C'est-à-dire comment on appréhende le renchérissement de l'énergie, comment on appréhende aussi la question de l'énergie dans une grande loi sur la bifurcation écologique. On y reviendra tout à l'heure parce que ça me semble absolument fondamental. Or, au lieu de ça, on prend des mesures rapides pour sauver EDF, pour manifestement aussi lancer un grand plan de relance du nucléaire dont on sait qu'il va coûter très cher. Il suffit de regarder le fait que PR Flamanville, c'est 19 milliards au lieu de 3 milliards estimés au départ. Donc on sait que ça va coûter très cher. Mais c'est aussi ça, les pertes d'EDF. C'est une stratégie sur le nucléaire qui a fait investir à l'entreprise beaucoup d'argent et ça n'a pas fonctionné. Et EDF dit d'ailleurs, si Emmanuel Macron avait annoncé plus tôt le plan de relance des petites centrales, eh bien ça irait mieux. On a trop tardé à nous donner un cap stratégique. Oui, enfin, ça c'est la réponse d'EDF. Moi, ce que je pense surtout, vous venez de le dire, je ne vous fais pas dire, c'est que le coût pour EDF et le problème qui se pose à cette entreprise aujourd'hui, c'est d'une part, je répète, l'ouverture à la concurrence avec ces mesures stupides, et deuxièmement, le fait qu'on décide de relancer le nucléaire. Vous dites EDF irait mieux sans nucléaire ? Ah bah, c'est pas seulement qu'EDF irait mieux sans nucléaire, c'est que la société française serait plus safe sans le nucléaire. Mais c'est pas ce qui nous sauve en ce moment, le nucléaire, justement, alors que vous savez que la moitié des centrales sont arrêtées en ce moment. Oui, au courant. Sauf que le nucléaire reste prépondérant dans le mix énergétique français, même avec la moitié des réacteurs éteints. Le fait qu'aujourd'hui, le nucléaire nous sauve, alors que la moitié des centrales sont arrêtées, soit pour des problèmes techniques, soit des problèmes de carénage, etc., ou de réchauffement des eaux aussi, qui sont censés refroidir les réacteurs, je veux dire que on peut s'interroger. Mais on fait comment sans le nucléaire, en fait? C'est ça la question. On adapte, par exemple, on adapte un des projets Négawatt, vous savez, cette association. Un des projets aussi reconnus par RTF France, qui est d'aller vers le 100% renouvelable. Je crois réellement possible qu'on aille vers le 100% renouvelable d'ici 2050. Il faut le lier avec un plan de sobriété qui a deux avantages. C'est que non seulement ça décarbone, ça c'est absolument fondamental, chacun le comprendra. Deuxièmement, ça nous évite les risques du nucléaire, qui, à mon avis, ne vont cesser de monter à partir du moment où il y a un réchauffement des eaux qui pose les problèmes aujourd'hui à nombre de centrales. Et puis surtout, ça nous rend autonomes, parce que je rappelle que le nucléaire, au-delà des dangers liés à cette technique, nous ne sommes pas autonomes. Le réchauffement des eaux pose des problèmes de pollution, mais ça n'empêche pas les réacteurs de fonctionner. Ah bah si, si vous n'arrivez pas à refroidir les réacteurs, aujourd'hui, ou si par exemple, pour les refroidir, vous êtes obligé de réchauffer encore plus l'eau des rivières, c'est un problème qui est insoluble. Je ne crois pas que le nucléaire, surtout avec les coûts du nucléaire, parce qu'on ne le dit pas assez, mais Flamanville, c'est 19 milliards au lieu de 3,3 milliards. Je ne crois pas que ça soit la voie d'avenir. Voilà, je pense que c'est un grand danger que nous rentrions dans cette optique. Et je crois qu'il vaudrait mieux étudier l'histoire de 100% renouvelable, surtout que nous avons beaucoup d'océans et de rivages en France. Éric Coquerel, est-ce que vous mettez en parallèle les pertes d'EDF avec les gains de Total Énergie, 5,7 milliards de bénéfices nets au second trimestre pour Total ? Non, je ne les mets pas en lien.
Je ne les mets pas en lien parce que EDF, on a un problème bien spécifique qui est la question de l'ouverture à la concurrence du secteur électrique. Total, ses gains sont dus, j'allais dire, à la spéculation qui a été lancée à la fois par les pays producteurs, mais aussi par les intermédiaires, les raffineurs comme Total, sur le carburant et qui voient leur gain Total exploser. spécule sur les marges de raffinage. Ah oui, bien sûr. Je pense que Total fait partie des gens qui profitent de l'augmentation du carburant. La preuve, c'est que... Mais profiter, spéculer, c'est pas pareil. Spéculer, c'est quand même une accusation grave. Écoutez, ce que je constate, c'est qu'on a un carburant qui augmente du fait de la décision des pays producteurs, d'accord ? Et là-dedans, dans les intermédiaires, ils participent d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que Total, en tout cas, en profite. On peut au moins dire ça. Bien. Et Total en profite tellement qu'au second semestre 2022, ils annoncent 17 milliards de bénéfices, soit 2 fois plus manifestement pour 2022 que les bénéfices déjà records enregistrés l'an dernier. Enfin, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui est en train d'exploser. La moitié sont distribués en dividendes ou en tout cas en profit pour les actionnaires. Donc, on a un problème majeur. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement ait refusé toute taxation de Total pour essayer de contribuer à la baisse du carburant au niveau des pompes qui est devenu insupportable pour les consommateurs. Total dit réinvestir 16 milliards de dollars cette année, et c'est 25% a priori qui sont reversés en dividendes, mais ça, à la rigueur, les chiffres... L'an dernier, c'était au niveau de Total, sur les 16 milliards d'euros qui avaient été de bénéfices, on comptait 7 milliards de redistribués en dividendes. Donc, c'est quand même un fort pourcentage. L'une des propositions que vous avez portées au cours des débats sur le pouvoir d'achat, c'est de taxer les super profits, dites-vous. Donc, il y a Total Énergie. C'est l'ensemble des pétroliers, Shell, par exemple, aussi, qui annonce un chiffre de 18 milliards d'euros de bénéfices. Eux aussi, vous les taxez ? C'est tous les pétroliers présents en France ? Oui, alors pour le carburant, en fait, on propose un mécanisme qui s'appuie sur 3 piliers. Un, le blocage des prix. Parce que tant que vous ne bloquez pas les prix, je ne dis pas que c'est une mesure sur le long terme, mais là actuellement, tant que vous ne bloquez pas les prix, toute mesure, finalement, est rattrapée par l'augmentation du carburant. Et ça, Bercy a dit non. Bercy a dit non, mais nous, on pense qu'il faut bloquer les prix. Deuxièmement, le fait réinstituer une taxe flottante, parce que on peut estimer donc que... en ce moment, l'État gagnerait moins d'argent proportionnellement. Oui, c'est ça. L'État gagnerait un peu moins d'argent, ne perdrait pas d'argent par rapport au prix du carburant avant. L'idée, c'est pas que l'État perde de l'argent en termes de recettes, on en a besoin, mais par contre, quand le carburant augmente, on a un mécanisme qui fait qu'il arrête de gagner de l'argent. Et puis, troisièmement, c'est la taxation des pétroliers. Je trouve incroyable que cette mesure n'ait pas été prise. Alors, elle n'a pas été prise, soi-disant, parce que Total accepte de baisser un peu le prix du carburant. Ça lui coûte 500 millions d'euros. Et ils ont calculé d'ailleurs que, mais la taxe sur les super profits en Angleterre rapporte précisément 500 millions d'euros. Donc, au final... Non, la taxe que nous, on comptait mettre en place en France rapportait 10 milliards d'euros. Mais comment vous faites ? Parce que Total fait ses profits à l'étranger et donc est déjà taxé à l'étranger pour ses profits. Comment vous faites pour les taxer ? Déjà, il serait ainsi taxé en France, parce que je vais vous donner une petite information. Vous avez peut-être observé, mais Total ne paye pas d'impôt en France. 0 impôt sur les sociétés en 2019-2020. D'accord ? Et ce qui est quand même aussi une des marques de fabrique de certaines entreprises du CAC 40 qui quand même nous interroge, parce que Total, 25% de son activité est en France. Et moi, je ne crois absolument pas que Total ne fasse pas des bénéfices en France. C'est un mythe pour vous ? C'est un mythe, le fait que Total fait ses profits à l'étranger ? En tout cas, c'est à mon avis quelque chose qui a plus à voir avec l'optimisation fiscale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'annonce que je lancerai une mission d'information sur la question de la fiscalité des entreprises, parce qu'il n'est pas normal que les PME payent presque 25% d'impôts en France, alors que les 300 plus grosses entreprises payent 17%, et que des entreprises du CAC 40 comme Total payent 0 impôt. C'est quelque chose que les Français peuvent pas comprendre. Mission d'information à la rentrée ? Oui, c'est une mission d'information qu'on compte lancer avec la Commission des finances. Oui. Éric Coquerel, président de la Commission des finances, invité de France Info. Le fil info, 8h42, voici Diane Ferchit. La croissance française plus forte que prévu au second trimestre 2022. L'INSEE l'annonce ce matin. Elle s'établit à plus 0,5% après un repli de 0,2% au premier trimestre de l'année. Première nuit en détention provisoire pour un sapeur-pompier volontaire de l'Hérault, mis en examen pour avoir allumé volontairement plusieurs incendies ces 3 dernières années. Il a reconnu les faits. En Ardèche, cette fois, c'est un homme de 44 ans qui a avoué avoir provoqué des départs de feu, alors que sur place, 150 pompiers sont toujours mobilisés face à l'incendie dans le sud du département. Il est à présent maîtrisé. Le Sénat poursuit l'examen du projet de loi pouvoir d'achat. Il acte une augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs allocations. 4% notamment pour la revalorisation du RSA contre l'avis du gouvernement. Circulation compliquée en vue sur les
les routes pour ce nouveau chassé-croisé des vacances. Ce vendredi est classé rouge dans le sens des départs. Ce sera rouge aussi pour les retours dans le sud-est de la France, orange partout ailleurs. Du côté de la SNCF, 400 000 voyageurs sont attendus rien que pour aujourd'hui. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Alatrousse, Laurent Sénéchal. Éric Coquerel, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Juste avant le fil d'info, vous nous annonciez cette mission d'information sur la fiscalité des entreprises. Total Énergie qui ne fait pas de bénéfices en France, pour vous, c'est de l'évasion fiscale? Alors, en tout cas, c'est au moins de l'optimisation fiscale, très certainement poussée très loin. Et tout le problème que nous avons, déjà, alors il y a l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, on estime que ça coûte entre 80 et 100 milliards d'euros au pays, au budget, chaque année. Donc déjà, il faut le traquer. Et deuxièmement, il y a cette zone grise entre l'optimisation, avec des entreprises bien conseillées par des cabinets d'avocats qui utilisent, j'allais dire, les niches fiscales, les interstices, etc. Les possibilités offertes par la loi. Voilà, mais qui, à certains moments, peuvent, j'allais dire, d'un point de vue éthique, puis d'un point de vue c'est un problème politique pour vous, c'est pas du juridique, c'est que politiquement, vous dites, c'est pas possible. Il y a un exemple récent qui vient d'arriver pour bien me comprendre. McDonald's, d'accord, payait très peu d'impôts par rapport à son activité en France. Ça a étonné tout le monde. Bon, finalement, il y a, appuyé par les syndicats, il y a un groupe d'avocats, avec notamment Eva Joly, qui a réussi à les pousser à rembourser 1,25 milliard d'euros à l'État français, qui était très certainement la différence entre ce qu'il aurait dû payer. Je pense qu'on est là, c'est là le problème. Et quand Total nous annonce, ou Renault nous annonce, 0 impôt de société, soi-disant parce qu'en France, ils perdent de l'argent alors qu'ils en gagnent ailleurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Chacun le comprendra. Total, c'est 3300 stations-service. C'est, je crois, à peu près 35 000 personnes qui travaillent en France, donc, et 25% de son activité. Donc, ça ne tient pas. Et c'est là qu'il va falloir, à mon avis, travailler, comprendre comment ça se passe pour tout simplement, il y ait une plus grande justice fiscale, puis aussi que ça rentre de l'argent dans les caisses de l'État. Juste pour préciser, votre mission d'information, elle n'est pas ciblée rien que sur Total. Non, oui. Non, la mission d'information, elle est... Enfin, c'est pas mon étonnement, on le sait, mais j'y reviens. Les PME payent beaucoup plus d'impôts que les entreprises du CAC 40 qui font des bénéfices à grandes entreprises en général. Qui explosent le record en termes de dividendes. Bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas et qui, en plus, on l'oublie souvent, ont beaucoup d'aides de l'État. Plus de 3 milliards d'aides de l'État en exonération d'impôts pour les entreprises du CAC 40. Dans les chantiers qui arrivent à la rentrée, il y a aussi la réforme de l'assurance chômage, avec un texte porté par Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui souhaite adapter les règles. En gros, quand ça va bien, moins de protection au niveau de l'assurance chômage. Quand ça va mal, des filets un peu plus robustes. Est-ce que c'est une bonne idée? Ah non, c'est pas une bonne idée. Et puis vous savez, cette idée que... Parce que ça semble être un principe de bon sens quand ça va bien. Oui, mais l'assurance chômage, c'est un instrument de solidarité. C'est une caisse de solidarité, c'est pas un instrument de pénalisation des chômeurs. Voilà. Et là, on est en train de le transformer, une caisse que les travailleurs ont décidé de mettre ensemble, comme les retraites et autres, pour justement assurer le fait que quelqu'un soit privé d'emploi pendant un certain temps de sa vie. On est en train de le transformer en pénalisation. Donc ça ne va pas. C'est l'idée que les chômeurs seraient responsables du chômage. Moi, vous savez, c'est la fameuse phrase d'Emmanuel Macron, il suffit de traverser la rue. Je ne crois absolument pas à cette théorie. Et je rappelle, c'est rarement dit, qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. D'accord ? Pour commencer. Donc cette idée qu'il faut aller chercher de l'argent, pénaliser les chômeurs, que c'est pour ça qu'en réalité il y a du chômage en France, c'est à la fois faux, profondément réactionnaire et profondément inégalitaire. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait 7% de chômage et en même temps des manques de main-d'œuvre dans des secteurs entiers ? Parce que c'est ça l'objectif du gouvernement, quelque part, c'est de pousser les chômeurs à aller dans les métiers qui cherchent à recruter. D'accord. Bon, moi, je pense qu'une partie de ce qui est dit sur ce qui manque dans certains secteurs, il y a une partie qui est liée à la communication et qui est peut-être aussi liée à la formation, à la qualification. Mais vous ne pouvez pas forcer tout d'un coup un chômeur qui n'est pas qualifié pour tel métier à aller se déplacer vers ce métier. Ça n'existe pas. Donc, je veux dire, laisser penser aux Français qu'en réalité, la situation des chômeurs, alors que la dernière réforme, ça a pénalisé de 17% de leurs revenus plus d'1 million de chômeurs aujourd'hui dans ce pays. Le but, c'est ça, c'est de faire des économies, en fait. C'est ce que dit le gouvernement presque bien ouvertement, en fait. C'est de faire des économies structurelles, ce qu'ils appellent des économies structurelles. Ils veulent en faire aussi sur les retraités, sur les chômeurs, sur tous ceux qui subissent en réalité la situation. Et je trouve que c'est profondément injuste. Mais en plus, ça ne va pas résoudre les problèmes. Mais il faut en faire des économies compte tenu de la situation des comptes publics. Oui, mais à ce moment-là, on peut aussi arrêter tous les mécanismes de solidarité qui ont quand même été la marque pendant très longtemps de l'État social en France. C'est à ça qu'ils veulent arriver. Il y a une trajectoire qui est tracée par le gouvernement, c'est de réduire, en réalité, pas vraiment baisser la dépense publique, mais réduire ou en tout cas décélérer l'augmentation de la dépense publique. En gros, ça va augmenter, mais moins vite qu'avant. Et donc ?
Et donc il va falloir faire des choix. Oui, mais peut-être que c'est peut-être pas la politique qu'il faut faire. Vous savez, c'est-à-dire, vous dites on laisse filer. De toute façon, la dette, on la remboursera jamais. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des priorités. Moi, je pense qu'il faut partir des besoins des gens. Voilà, on part des besoins. On part d'abord, par exemple, des besoins en matière écologique. On regarde quels sont les besoins. La France brûle. D'accord ? Et on sait très bien qu'à l'avenir, dans les années à venir, il va y avoir de plus en plus de catastrophes climatiques qui vont nécessiter des mobilisations de l'État et même des politiques préventives pour éviter le réchauffement. Bon, ça devrait être, par exemple, le besoin numéro 1. Moi, je dis souvent que la dette écologique est bien plus problématique que la dette financière pour les générations à venir. Deuxièmement, il y a un problème social. Les inégalités explosent. On a quand même 10 millions de Français dans la 6e puissance économique qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc comment on règle ça ? C'est ça on devrait partir. On ne devrait pas partir de se dire « attention », et en plus de ça, avec des mécanismes, à mon avis, qui ne fonctionnent pas, mais attention, il faut réduire la dette. C'est ça le principal externe. On devrait partir des besoins des gens. Et à partir de là, on mobilise et on regarde où est l'argent. Le ministère de l'économie dit les besoins, c'est l'hôpital, la santé. On n'y touche pas, mais sur le reste, très bien. Attendez, il y a des marges arrêtons-nous à la santé. On a fait, depuis 1995, l'inverse de ce qu'il faut faire et l'inverse de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'avec la création de l'ONDAM, avant l'ONDAM, c'est le projet de loi de finances de sécurité sociale qui fait qu'on budgète en partie le budget des hôpitaux, de la santé publique en France. Bon. Avant, qu'est-ce qui se passait ? On regardait les besoins et on allait chercher les recettes. On a fait l'inverse. On a défini des recettes et les besoins s'adaptent. Et le bilan, c'est l'hôpital public dans la situation à laquelle il s'est retrouvé au moment du Covid et avec le fait que cet été, on ne sait même pas comment les services d'urgence vont fonctionner. Et ça, c'est vrai pour tout. Moi, je pense qu'on se trompe en termes de logique. Dans un pays aussi riche que la France, qui produit toujours des richesses, mais de manière de plus en plus inégalitaire, partons des besoins. Et à partir de là, on oriente l'économie en fonction de ces besoins. Brièvement, ça veut dire que le document qui a été envoyé par Bruxelles, la trajectoire de stabilité, vous dites, elle est à côté de la plaque. Bon, écoutez, non seulement elle est à côté de la plaque, mais elle se base sur des chiffres qui sont juste illusoires. D'accord ? C'est-à-dire qu'on nous annonce réussir ces 3% de déficit en 2027 grâce à la croissance. Le gouvernement annonce 1,4% de croissance l'an prochain. Le FMI et toutes les organisations internationales pensent plutôt qu'on va rentrer en récession. Donc on voit bien que ce n'est pas ça la solution. Mais le rebond est plus important que prévu. Ce matin, on a un chiffre de l'INSEE sur le deuxième trimestre. Pour le deuxième trimestre. Oui. Mais alors là, tous les organismes, et vous allez voir que ça va être aussi l'avis du HCFP, qui est le comité qui travaille en France sur les prévisions, tous les organismes disent attention, c'est plutôt la récession qui arrive, malheureusement, pour des questions de renchérissement du prix de l'énergie, qui d'ailleurs nécessite aussi qu'on s'occupe de bord de bifurcation écologique plutôt que de mettre la priorité sur la question des réductions des déficits. Tout le montre. Donc ce gouvernement est en train de baser des prospectives sur des chiffres qui sont faux et qui sont illusoires. Juste en un mot, le poids de la dette, il vous inquiète, Éric Coquerel, président de la Commission des finances ? C'est pas ce qui m'inquiète le plus. D'accord. Je le répète, voilà, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la dette écologique. Je voudrais juste dire une chose au niveau de l'emploi. Rapidement, parce qu'on nous a annoncé beaucoup de création d'emplois et c'est ce qui expliquerait qu'il faut pénaliser les chômeurs pour aller chercher de l'emploi. C'est-à-dire que ce sont des recettes supplémentaires. Voilà, c'est ce que dit le gouvernement au printemps, avant les élections, nous a dit c'est mirobolant. Moi, j'ai quand même appris que dans les chiffres de l'emploi qui nous ont été donnés par l'INSEE, on a retenu pour la première fois les emplois dits alternants. C'est quoi ? C'est tous les emplois à la hauteur de 240 000, tous les emplois en apprentissage, en professionnalisation, dont je considère que ce n'est pas des emplois. Quand vous êtes apprenti, vous n'êtes pas dans un emploi. Mais ça a permis aussi d'améliorer largement les statistiques. Éric Coquerel, on jette juste un coup d'œil sur le fil info. 8h51, Diane Ferchit. La mesure va coûter 90 millions d'euros à Engie. Le groupe s'engage à accorder une remise de 100 € en moyenne à ses clients bénéficiaires du chèque énergie. Ce sera au mois de novembre. Face à la hausse du prix de l'électricité, Engie met également en place un fonds de soutien aux PME à hauteur de 60 millions d'euros. La France renoue avec la croissance au deuxième trimestre 2022, plus 0,5% selon l'INSEE. Un rebond plus dynamique que prévu. L'incendie qui a ravagé 1200 hectares en Ardèche est à présent maîtrisé. Un homme de 44 ans sera présenté à un juge dans la journée. Il a reconnu avoir provoqué plusieurs départs de feu dans le département. Des aveux aussi du pompier volontaire adjoint au maire dans l'Hérault. Lui est en détention provisoire et mis en examen. Il voulait, selon le procureur de la République, ressentir de l'adrénaline et obtenir une forme de reconnaissance sociale. Bataille acharnée en vue entre baroudeuses et sprinteuses sur la 6e étape du Tour de France féminin. Ce vendredi, les cyclistes s'attaquent aux Vosges. Départ de Saint-Dié-des-Vosges à 13h10, direction Rossheim dans le Haut-Rhin. France Info.
Le 8-30 France Info, Neil Alatrousse, Laurent Sénéchal. Éric Coquerel, vous êtes le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi visé par une enquête pour agression sexuelle et harcèlement après la plainte d'une militante pour des faits qui remontent à 2014. Je précise que vous avez toujours clamé votre innocence. Est-ce que c'est malgré tout pour vous une épée de Damoclès ? Écoutez, j'ai tout dit début juillet. Voilà, j'ai fait une tribune dans le journal du dimanche. Je me suis exprimé sur des médias. J'ai rien à redire sur la forme et le fond sur cette affaire, et je rajouterai rien médiatiquement. Voilà. Simplement, est-ce que Sandrine Rousseau, par exemple, qui fait partie de la NUP, qui vous a demandé de vous écarter le temps de l'enquête, vous l'avez envisagé ? Je ne commenterai pas. Bon, très bien. Vous en direz pas plus. Neil Alatrousse. Vous en direz peut-être un peu plus sur votre groupe, les Insoumis, qui est accusé par vos collègues de l'Assemblée, par les autres groupes, de transformer l'Assemblée nationale en cirque. Il y a une stratégie de dévitaliser les institutions, de les tourner en ridicule, comme disent les autres groupes. Écoutez, pour quiconque a regardé ce qui s'est passé là pendant le projet de loi de finances rectificative, on peut peut-être poser la question au Rassemblement national et aux personnes de la majorité, parce que je peux vous assurer que les broncas, les claquements de pupitres orchestrés par le Rassemblement national et qui ont souvent trouvé leur écho dans les gens de la majorité, j'ai trouvé que côté dévitalisation de l'Assemblée nationale, c'était fort. Pourtant, pour l'instant, c'est vous qu'on accuse de respectabiliser le RN. J'ai vu par exemple que Renaissance, l'un des groupes de la majorité, dit les Insoumis, par leur sectarisme, en fait, ils crédibilisent le Rassemblement national. Ouais, mais enfin bon, ça, ils sont dans le rôle de la majorité d'essayer de nous accuser de tous les maux. Moi, ce que j'observe, c'est que on a par exemple, à chaque loi, on fait en gros, ça date pas d'aujourd'hui, on l'a fait pendant 5 ans, sauf que là, aujourd'hui, ça a plus de poids, parce que il peut y avoir, dans cette assemblée où la majorité n'est pas majoritaire, chacun comprendra que ce qu'on proposait dans le temps, qui était éliminé en 2 temps de 3 mouvements par des députés qui étaient aux ordres de l'Élysée, là, c'est moins facile, et ça peut être majoritaire. Donc, mais à chaque fois, on fait un amendement, en gros, d'opposition, et on fait des amendements de proposition, y compris même de repli. J'en ai proposé un au moment du projet de loi de finances rectificative, qui était de reprendre un amendement proposé par des députés de la majorité, malheureusement ils l'ont retiré, justement sur Total, qui proposait de taxer à hauteur de 15% seulement sur un an les superprofits. Donc on essaye de trouver des majorités, on essaye de construire, et très franchement, je trouve que cette caricature qui nous est faite, bon, elle est assez politicienne en fait. C'est un mauvais procès qui vous est fait. Oui, c'est très politicien. Et ça va être comme ça pendant 5 ans, c'est-à-dire que pendant 5 ans, vous dites, on déposera autant d'amendements qu'il faut, on siégera s'il le faut jusqu'à 4h, 5h du matin. Si les débats doivent durer 10 jours, ils dureront 10 jours. C'est étonnant de nous accuser de siéger jusqu'à 4h, 5h du matin. Si on siège jusqu'à 4h, 5h du matin, alors apparemment le gouvernement a l'air de dire qu'il ne veut plus faire comme ça à la rentrée. Mais c'est parce qu'on a un calendrier qui ne tient pas. Voilà, vous ne pouvez pas imposer un calendrier au Parlement qui nécessiterait, par exemple, une semaine de débat et essayer de les contracter en 3 jours. Donc non, c'est pas bon de siéger la nuit. C'est pas tant pour la fatigue des députés, mais c'est surtout qu'on est moins bon en pleine nuit après des heures et des heures de débat que dans des conditions correctes. Mais ça, c'est le gouvernement. Et la deuxième chose, par exemple, c'est pas nous qui proposons le plus d'amendements au niveau du PLFR. Donc là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Mais par contre, on va faire en sorte que cette Assemblée, j'allais dire, reprenne un rôle central dans la vie politique française. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Voilà, du fait que la majorité n'a plus la majorité. Vous dites que vous êtes moins bon la nuit. Vous êtes moins bon sans Mélenchon aussi, peut-être ? Parce qu'il est plus non, président du groupe France Insoumise à l'Assemblée. Voilà. Moi, il me manque Jean-Luc, je vous le dis très clairement. Je pense que c'est... Alors, on sait se débrouiller. D'abord, on est beaucoup plus de députés. On est quelques-uns à avoir acquis 5 ans d'expérience, notamment notre présidente Mathilde Panot, qui est vraiment excellente dans son rôle. Mais n'empêche, moi, je le dis très clairement, la voix de Jean-Luc Mélenchon dans l'Assemblée, je pense que ça serait encore un plus. Bon, il a pris ses décisions, il n'est pas du tout absent, il reste pour moi le leader incontesté de la France insoumise et par conséquent de la NUP qui a très bien tenu le coup dans ce début de rentrée parlementaire. Mais moi, ça me plairait bien qu'il soit... Vous dites qu'il reste le leader, sa succession n'est pas ouverte. On voit tous les autres partis se réorganiser, convoquer des congrès, pas vous. Non. Enfin, pour les années à venir, non, sa succession n'est pas ouverte. Mais pourquoi pas ? Vous êtes en train de dire il manque terriblement... À l'Assemblée, je me disais. Oui. C'était la question, mais je n'ai pas dit dans le paysage politique. C'est lui toujours le patron, en quelque sorte, à la France insoumise, même s'il est loin... Oui, incontestablement. Enfin, le patron, je ne sais pas si le terme pour une organisation qui remet en question le libéralisme, c'est un leader. Terme. Mais en tout cas, pour moi, ça reste le leader, pas seulement parce que c'est un leader, un homme providentiel, c'est pas du tout comme ça que je le vois, mais ça reste celui qui, sur les questions stratégiques, de fond, etc., donne le ton. Voilà. Et à mon avis, ça va être encore pour quelques années.
On verra. On sent que la Et tant mieux, succession d'ailleurs. est compliquée quand même à mettre Non, en elle place, à imaginer. Alors, ça, c'est dans... Pourquoi elle est compliquée à imaginer? Non. Si la question est, est-ce que à l'avenir, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent prendre ce rôle? Moi, je pense que oui. Il se trouve que vous avez remarqué, comme on a beaucoup rajeuni, on a toute une série de responsables politiques qui vont de 30 à même mon âge, d'ailleurs, qui peuvent prétendre à des responsabilités à l'avenir. Mais n'empêche, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, la place de Jean-Luc Mélenchon, elle reste incontournable. La succession n'est pas ouverte. Voilà. Éric Coquerel, merci beaucoup. Président France Insoumise de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, invité du 8h30 France Info. Bonne journée. Merci.